J'ai grandi dans une petite ville au centre de l'Arkansas. Chaque novembre, pendant la saison de la chasse aux cerfs, ma famille et moi allions dans notre cabane de chasse près de Mina, en Arkansas. Elle avait été construite par mon arrière-grand-père en 1984. À l'époque, la cabane était plutôt jolie. Aujourd'hui, elle est un peu vieillotte, mais elle a toujours bien rempli sa fonction pour ma famille et mes amis. Il y a 2 ans, à la fin octobre, mes amis Austin et Cody sont venus avec moi pour une chasse de pré-saison appelée muzzle loading. Nous explorions une zone à environ 1 mile de la cabane, à la recherche de signes de présence de cerfs, tout en réfléchissant à l'endroit où installer un poste d'affût. Nous nous sommes séparés pour explorer et trouver les meilleures lignes de vue pour un point d'observation. En marchant, je suis tombé sur un tas de pierres dans les bois. En y regardant de plus près, j'ai compris qu'il s'agissait d'une tombe appartenant à quelqu'un nommé Ed Crane. Plutôt que de nous effrayer, nous l'avons trouvée plus fascinante qu'autre chose. Nous avons pris quelques photos et, après avoir trouvé un bon endroit pour le poste, nous sommes retournés à la cabane. Cody a fait quelques recherches sur Ed Crane, mais il n'a pas pu découvrir grand-chose. 3 semaines plus tard, Austin et moi sommes retournés pour l'ouverture officielle de la saison de chasse avec armes à feu modernes. Cette fois-là, nous n'étions que tous les deux. Alors que nous étions assis dans la cabane à planifier la chasse, j'ai décidé de retourner au poste que nous avions préparé pendant la saison du muzzle loading. Austin, lui, a choisi de partir dans la direction opposée, à environ 1,5 miles, vers un petit lac. Je suis parti vers 4h45 du matin, voulant prendre mon temps pour marcher lentement et arriver au poste avant l'aube. Il ne s'agit pas d'un terrain public et les véhicules motorisés ne sont pas autorisés sur les sentiers de chasse. Nous nous sommes séparés au début du sentier. Je suis parti à gauche vers le poste. Austin est allé à droite. La marche s'est déroulée calmement. Je connais ces bois depuis que j'ai 9 ans et marcher 1 mile est tout à fait naturel pour moi. Une fois arrivé au poste, j'ai avancé prudemment pour ne pas effrayer d'éventuels cerfs à proximité. À mesure que le jour se levait, je ne cessais de regarder vers la droite, en direction de la tombe que nous avions trouvée quelque temps auparavant. Elle se trouvait à environ 30 mètres, en grande partie cachée par les buissons. Juste un peu de lumière filtrait entre les arbres, suffisamment pour révéler le monticule de pierre. Puis quelque chose attira mon attention à l'extrémité gauche de mon champ de vision. Cela ne m'a pas effrayé. Je suis habitué à voir du mouvement aux premières heures du matin quand je chasse. En fait, j'ai trouvé cela excitant. Je me suis tourné complètement à gauche pour regarder, mais quoi que ce fût, c'était déjà parti. Quelques instants plus tard, j'ai entendu un chuchotement rauque crier derrière moi. « Hé !» J'ai eu si peur que j'ai sursauté et fait trembler le poste. Je me suis retourné brusquement, mais je n'ai rien vu. J'ai allumé ma lampe frontale et j'ai scruté la zone pendant plusieurs minutes. Encore secoué. J'ai pris ma radio portable et j'ai appelé Austin, demandant s'il était dans les parages. Aucune réponse. J'ai continué à essayer pendant 20 minutes, regardant autour de moi avec nervosité. Lorsque le brouillard commença à se dissiper et que la lumière du jour devint plus forte, vers 7 heures du matin, je commençais à me détendre, pensant que mon esprit me jouait un mauvais tour. Mais je l'ai entendu de nouveau, cette fois, et Caleb, avec le même chuchotement criard et inquiétant. C'en était trop pour moi. J'ai attrapé mon sac à dos et mon fusil si vite que j'ai oublié la radio sur le poste d'affût. Je suis descendu de l'échelle si rapidement que j'ai failli perdre l'équilibre. Une fois au sol, je suis retourné en hâte à la cabane, me retournant tous les quelques pas pour vérifier derrière moi. Quand je suis arrivé et que j'ai ouvert la porte, Austin n'était pas là. Il était encore dehors en train de chasser. Lorsqu'il est enfin revenu, il avait l'air confus et n'arrêtait pas de me demander si c'était moi qui avais crié dans la radio. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé et je lui ai assuré que je n'avais rien crié. Alors que nous étions là, sur le seuil, en train d'en parler, sa radio, toujours accrochée à sa ceinture, a soudainement émis un son étrange, un sifflement aigu. Ce n'était pas du simple bruit statique. Il y avait quelque chose d'inquiétant, de vivant, comme si un animal produisait ce son. Nous sommes restés silencieux à écouter, gardant la radio près de nous pour le reste de la journée, mais ce son ne s'est jamais reproduit. Plus tard cette semaine-là, nous sommes revenus avec notre ami Cody. J'ai cherché partout sur le poste d'affût et le terrain autour pour retrouver ma radio disparue, mais elle s'était volatilisée. Cela marqua la fin de nos chasses dans cet endroit.
Aujourd'hui, nous évitons complètement cette zone au-delà de la barrière. Cela reste l'expérience la plus étrange et inexplicable que j'ai jamais vécue. Par une froide nuit de décembre, j'étais avec deux amis, Todd et Tristan. Nous nous ennuyions et cherchions quelque chose à faire. Alors quelqu'un a proposé d'aller sur le quai de la gare voisine pour prendre des photos et s'amuser un peu. Le quai était près de notre quartier et, une fois arrivés, nous avons commencé à prendre des photos dans cet endroit étrange et vide. Au bout d'un moment, le froid s'est fait sentir et nous avons eu faim. Alors nous avons pris le chemin du retour vers la voiture. Le trajet passait par une longue passerelle piétonne qui traversait un canal. Nous nous sommes arrêtés un instant sur le pont, plaisantant et prenant encore quelques photos. L'ambiance était agréable, mais la baisse de température nous a poussés à repartir. Le pont était trop étroit pour que nous marchions côte à trois, alors je suis passé devant, avec Todd et Tristan derrière moi. Nous rions et parlions, et à un moment donné, Tristan a fait une blague. Je me suis retourné, continuant à marcher et à rire, et c'est là que j'ai remarqué un homme à quelques pas derrière Tristan. Il semblait avoir la trentaine, le visage sale, vêtu d'une chemise à carreaux blanches et noirs et d'une casquette de baseball. Ses bras pendaient le long de son corps. Dans une main, il tenait une cigarette. Dans l'autre, un grand couteau de cuisine, bien visible. La vue m'a glacé le sang. Je me suis immédiatement retourné vers l'avant, faisant semblant de ne rien avoir vu. Pour une raison quelconque, cela m'a semblé être la chose la plus sûre à faire sur le moment. Mon instinct s'est aussitôt déclenché et j'ai commencé à marcher rapidement vers la fin du pont. J'espérais que mes amis comprendraient et me suivraient. Je me suis retourné pour vérifier. Heureusement, ils étaient juste derrière moi. Mais l'homme aussi. Il était maintenant si proche que, pour n'importe quel observateur, on aurait dit qu'il faisait partie de notre groupe. Il descendit du pont et prit un sentier sur la droite. Et mes amis ne s'étaient toujours pas rendus compte qu'il nous suivait. Craignant de devoir me défendre, je serrai mon trépied comme s'il s'agissait d'une hache. L'homme sembla le remarquer et changea de direction, prenant le sentier de gauche à la place. Nous avons marché encore un peu, puis j'ai montré l'homme à Todd et expliqué rapidement la situation dans laquelle nous avions failli nous retrouver. En marchant à reculons, nous l'avons observé pendant qu'il disparaissait dans l'ombre. Puis nous avons couru jusqu'à la voiture. Nous avons fini à la station-service la plus proche, pris quelque chose à manger et parlé de tout ça. Au début, cela semblait juste une histoire étrange, jusqu'à ce que, quelques jours plus tard, en regardant les photos prises cette nuit-là, je remarque quelque chose. Sur l'une d'elles, on voit Todd sous la lumière du quai, mais juste en dehors du cône lumineux, près d'un wagon de marchandises, on distingue la silhouette sombre de cet homme. La photo avait été prise au moins 30 minutes avant la rencontre sur le pont, ce qui signifiait qu'il nous observait depuis un moment, attendant que nous baissions la garde et que nous reposions nos appareils. On entend des histoires comme ça, mais on ne pense jamais que ça peut nous arriver. Encore aujourd'hui, j'en ai des frissons en pensant à ce qui aurait pu arriver de pire. Après avoir épousé mon mari, qui était dans l'armée, nous avons acheté une maison dans une petite ville de Caroline du Nord. Malgré la présence militaire, ce n'était pas un quartier très sûr. Une nuit, nous avons même entendu des coups de feu un peu plus loin. Mais à cause de son travail, il était souvent en déplacement pour des entraînements ou de garde la nuit, ce qui me laissait seul à la maison très souvent. À l'époque, j'étais étudiante à plein temps, donc je passais la plupart de mon temps entre les devoirs et les révisions. Une nuit, alors que j'écrivais un essai, j'étais allongé sur le lit avec notre chien, Simba, quand nous avons entendu des bruits venant du plafond, juste au-dessus de nous. Simba a commencé à grogner et à aboyer, ce qu'il ne faisait jamais. C'est un croisé avec un pitbull et, malgré la réputation de cette race, c'est un vrai chien affectueux. Donc ce comportement était vraiment inhabituel. J'ai pensé qu'il s'agissait de rats et j'ai envoyé un message à mon mari qui était d'accord et m'a dit qu'il appellerait une entreprise de désinfestation pour le lendemain afin que je n'aie pas à m'en occuper seul. 2 jours plus tard, les exterminateurs sont venus et ont effectué une inspection assez minutieuse. Ils ont trouvé des signes de présence de rats et de cafards dans le grenier, alors ils ont placé du poison et scellé quelques points d'entrée. Mais dans les jours qui ont suivi, les bruits sont devenus plus forts, toujours la nuit, et à chaque fois, Simba devenait fou. Une fois, même les poils de son dos se sont hérissés. C'est là que j'ai vraiment commencé à avoir peur. J'ai rappelé mon mari, qui m'a rassuré en me disant que c'était
Probablement juste les rats qui faisaient peur aux chiens. Cette nuit-là, juste au moment où j'allais m'endormir, j'ai cru entendre des pas au-dessus de moi. Mais comme Simba n'a pas réagi, j'ai pensé que c'était mes nerfs. Être seule à la maison aussi souvent me rendait déjà anxieuse. Surtout la nuit, sans mon mari. Le matin suivant, j'ai dormi plus que d'habitude et je me suis réveillé en me sentant mal, avec de la fièvre. Je me suis levé pour faire sortir Simba. L'agencement de la maison était étrange. Pour accéder à la cour, il fallait passer par le garage, et juste au-dessus de cette porte se trouvait l'entrée du grenier. En m'approchant de la porte, je ressentis soudain une vague de nausée. Non pas à cause de la fièvre, mais parce qu'il y avait une énorme empreinte de mains sales et plusieurs taches à l'intérieur de la porte. C'était évident que quelqu'un était passé par là. J'ai pensé que quelqu'un s'était introduit dans le garage pendant la nuit, alors j'ai pris une photo de la porte et appelé la police. J'ai aussi envoyé un message à mon mari pour lui expliquer la situation, mais à cause de son travail, il ne pouvait pas répondre immédiatement. Comme le poste de police était tout près, les agents sont arrivés en quelques minutes. Je leur ai montré les empreintes et expliqué que je ne comprenais pas comment quelqu'un avait pu entrer sans faire de bruit avec la porte du garage. Puis j'ai eu un éclair de lucidité. Peut-être que ces bruits n'étaient pas des rats et que les pas que j'avais cru imaginer étaient bien réels. J'ai raconté tout cela aux agents, qui sont immédiatement allés inspecter le grenier. Ils ont découvert qu'un homme qui vivait à quelques maisons de là, dépendant à la méthamphétamine et en fuite de sa famille, s'était introduit dans notre garage un jour où j'étais absente. Il avait vécu dans notre grenier pendant plus d'une semaine. D'une manière ou d'une autre, les exterminateurs ne l'avaient pas remarqué. Il s'était caché derrière une pile de boîtes et le technicien n'avait pas inspecté assez profondément. Même notre système de sécurité Ring ne l'avait jamais enregistré entrant, donc il avait dû trouver un autre moyen d'entrer. Depuis, nous avons déménagé de cette maison et de ce quartier, mais encore aujourd'hui, des années plus tard, je me sens mal à l'aise quand je suis seule chez moi la nuit. Je suis simplement reconnaissante que personne n'ait été blessé. Cela s'est passé en 2006. J'avais emménagé dans une maison avec mon ami d'université Steven et son amie Heather. Je travaillais de nuit dans une station de radio certains jours de la semaine, et pour garder le rythme, je restais éveillé toute la nuit même quand je ne travaillais pas. Cela me laissait beaucoup de temps libre. Une chose que j'aimais faire tard le soir, généralement après minuit, c'était me promener dans un cimetière tout proche. J'emportais avec moi un appareil photo et un magnétophone à cassette, dans l'espoir de capturer quelque chose d'inhabituel. J'y suis allé plusieurs fois, et sur certaines photos, des choses étranges sont apparues, comme une tache de couleur suspecte près d'un banc. Une nuit, en rentrant chez moi, j'ai écouté la cassette que je venais d'enregistrer. À un moment donné, j'avais demandé à haute voix s'il y avait quelqu'un, même si j'étais complètement seul. En réponse, on entendait clairement une voix fatiguée dire « non », comme si elle confirmait que j'étais bien seul. L'entendre m'a presque fait sortir de la route. J'ai eu des frissons et une peur soudaine m'a envahi. Même si c'était exactement le genre de choses que j'espérais enregistrer, je n'étais pas du tout préparé à ce que je ressentirais si j'y parvenais vraiment. Une fois rentré, j'ai réveillé mon colocataire à la recherche d'un peu de réconfort. Mais il m'a simplement dit de ne pas ramener ce genre de choses à la maison. Peu de temps après, des choses étranges ont commencé à se produire. Une nuit, alors que je regardais des vidéos sur l'ordinateur, les feuilles artificielles qui décoraient le mur ont commencé à osciller d'avant en arrière, comme si quelqu'un venait de les toucher. Une autre nuit, je suis rentré après avoir fait des courses et j'ai laissé un sac de provisions sur le sol de ma chambre. Alors que j'étais couché, j'ai entendu le sac bruire, comme si quelqu'un le serrait entre ses mains. Mais en le regardant, il n'avait pas bougé. Il était juste là, immobile. Le bruit du sac ne s'arrêtait pas. Il continuait à bruisser, puis il a commencé à bouger, voire à sauter tout seul sur le sol. Paniqué, j'ai sauté sur le lit et appelé mon colocataire à l'étage, lui demandant de venir immédiatement dans ma chambre. À peine avais-je raccroché que le sac s'est complètement arrêté et qu'un silence total est tombé. Quand je lui ai raconté ce que je venais de voir, il m'a regardé comme si j'étais folle. Il a emporté le sac dehors, pensant qu'il y avait peut-être une souris ou autre chose dedans, mais après l'avoir vérifié, il n'a rien trouvé. Cette même chambre était aussi le lieu où je faisais certains des cauchemars récurrents les plus intenses de ma vie. Depuis l'enfance,
J'ai toujours fait un rêve effrayant dans lequel j'avais la sensation que mes yeux étaient forcés de se fermer pendant mon sommeil. Cela arrivait juste avant que je m'endorme ou juste après mon réveil. Mes dents se mettaient à claquer et j'arrivais à peine à prononcer des mots pour ordonner que ça s'arrête. Je n'ai jamais réussi à comprendre ce que c'était réellement. Chaque fois que cela arrivait, cela s'accompagnait d'expériences troublantes. Une fois, j'ai senti des mains invisibles m'agripper. Une autre fois, j'ai vu un visage horrible me fixer depuis l'intérieur du placard. Un soir, alors que je m'endormais, cette sensation familière a recommencé, lentement. Et j'ai dit d'un ton moqueur, « C'est tout ce que tu sais faire ?» Mais ensuite, la sensation s'est intensifiée, devenant écrasante. Pendant environ 30 secondes, je suis resté paralysé, incapable de bouger, comme si quelque chose faisait tourner mon corps, même si en réalité je ne bougeais pas. Finalement, tout s'est dissipé. Encore aujourd'hui, je ne sais pas dire si c'était de la paralysie du sommeil ou si c'était lié à toutes les choses étranges qui se passaient dans cette chambre. Une autre fois, vers 5 heures du matin, on aurait dit que d'énormes pas traversaient d'une partie de la maison, faisant trembler toute la structure. J'étais réveillé, allongé dans mon lit, et tout le monde dormait. Ce ne pouvait pas être Steven à l'étage. Il ne marchait jamais d'un pas aussi lourd. Nous vivions près d'une base militaire, donc peut-être qu'il y avait un lien. Mais ces pas avaient un rythme si délibéré et pesant qu'on aurait vraiment dit qu'un géant traversait notre maison. Tous ces événements étaient troublants et mystérieux. Mais c'est seulement une nuit, lors d'une fête, que nous avons vraiment commencé à croire qu'il y avait autre chose dans la maison. J'ai pris une photo de nous trois dans le salon, debout près d'un grand miroir mural. Je tenais l'appareil photo aussi immobile que possible, mais sur l'image apparaissaient d'étranges mouvements tout autour de nous. À droite d'une lampe, il y avait d'étranges traînées lumineuses sans source claire. Nous ne possédions rien qui puisse produire ce genre de lueur. À côté, on distinguait une forme lumineuse ressemblant à une silhouette humaine, mais ce qui nous a le plus frappé, c'était une lumière jaune, montante, entre Steven et moi. Elle semblait avoir un visage, des yeux et un sourire malveillant posé sur une forme indéfinie. C'était peut-être un reflet de la lumière de la cuisine, mais il y en avait vraiment trop. J'ai essayé de recréer la photo plus tard, mais cette lumière jaune n'est jamais réapparue. Je ne sais pas si quelque chose m'a suivi depuis le cimetière ou si cette présence était déjà là auparavant, mais tout ce que j'ai décrit représente le pire de ce qui s'est passé. Nous sommes partis environ 10 mois plus tard, sans jamais rien dire au locataire suivant. Un de mes amis, appelons-le John, avait 27 ans à l'époque, et il fréquentait un gars nommé Rich, du même âge. Rich était, pour le dire légèrement, un amateur de sensations fortes. John traversait une mauvaise passe, il se sentait perdu et avait peu d'amis. Lui et Rich faisaient partie d'un groupe très marginal, passionné par les alarmes incendies, les sorties de secours et d'autres dispositifs de sécurité. C'est étrange, mais ce genre de communauté existe bel et bien. Le problème, c'est que Rich avait l'habitude de s'introduire illégalement dans des bâtiments abandonnés pour voler d'anciens équipements de sécurité, qu'il conservait ou revendait ensuite en ligne. John n'approuvait pas, mais dans l'espoir de se faire un ami, il accepta de l'accompagner lors de l'une de ses expéditions. Ce voyage se transforma en cauchemar pour John. Le 18 novembre 2019, les deux partirent pour Gary, dans l'Indiana, qui, pour rester poli, n'est pas l'une des villes les plus sûres. Ils logeaient dans un hôtel à Hammond et avaient prévu d'entrer dans quelques écoles abandonnées afin que Rich puisse y récupérer de vieux objets de collection. Tout se passa bien jusqu'à la nuit du 20 novembre.